Bonjour à tous. Nous sommes le lundi 6 octobre 2025 et notre ami Larry C. Johnson est avec nous. Bienvenue Larry. Larry Johnson joins us. Welcome, Larry. Salut, comment vas-tu? Doing great. Tu vas super bien. Quelle belle chemise tu portes aujourd'hui. Je sais, tu étais fort dans la compétition. Tu sais, nous sommes pleins d'énergie aujourd'hui, même s'il y a des choses sombres dont il faut parler. Yeah. Larry, I want to start Oui, oui. with what Donald Trump said Larry, about the je veux commencer par ce que Donald Trump a dit à propos du conflit et de la façon dont il perçoit la situation au Moyen-Orient, en particulier concernant l'Iran. Il semble que d'une certaine manière, je vais passer une vidéo où il parle à une foule aux États-Unis, il parle d'une attaque contre l'Iran et se vante de son succès. Mais la façon dont il décrit la situation laisse entendre que les États-Unis pourraient bientôt attaquer l'Iran. Voici ce qu'il a dit. would attack Iran soon. Here is what he said. And we shot 30 tomahawks, you know that. Et nous avons tiré 30 Tomahawks, vous le savez. En plus de cela, après les B-2, qu'en dites-vous? Ces magnifiques ailes volantes, ce qu'elles ont fait, elles ont touché chaque cible. Et juste au cas où, nous avons tiré 30 Tomahawks depuis un sous-marin. Chacun d'eux a également atteint sa cible. Donc, je dirais que l'Iran n'était pas particulièrement ravi. Ils allaient avoir une arme nucléaire dans un mois, et maintenant, ils peuvent recommencer toute l'opération depuis le début. Mais j'espère qu'ils ne le feront pas, car nous devrons nous en occuper aussi, s'ils le font. Je leur ai fait savoir que s'ils veulent le faire, c'est leur choix. I let them know that you want to do that, it's fine, but we're going to take care of that, and we're not going to wait so long. Mais nous allons nous en occuper, et nous n'allons pas attendre aussi longtemps. Cela aurait dû être fait bien avant mon arrivée. Vous savez, j'ai reçu les pilotes des B-2 dans mon bureau, le célèbre bureau ovale. Ils sont venus à la Maison-Blanche et nous en avons parlé. Ils ont dit, vous savez, monsieur, pendant 22 ans, nos prédécesseurs et nous nous sommes entraînés pour cette frappe. Pendant 22 ans, nous nous préparions à éliminer le potentiel nucléaire de l'Iran. Il a ajouté, mais c'est seulement quand vous êtes arrivés que nous l'avons fait. Et ils étaient tellement heureux de l'avoir fait. Ils s'étaient entraînés pour cette frappe pendant 22 ans. What's the reality on the ground, Larry? Quelle est la situation sur le terrain, Larry, jusqu'à présent? D'après ce que nous avons appris des médias et de sources ouvertes, une douzaine de ravitailleurs ont été livrés à la base aérienne d'Al-Udeid au Qatar. On observe de l'activité non seulement au Moyen-Orient, mais aussi en Asie centrale et en Afrique du Sud. On dirait qu'ils se préparent à faire quelque chose d'important. Ouais. Je ne sais pas si ça se ferait. Ce serait très probablement fait en collaboration avec Israël. Mais revenez écouter ce qu'il a dit. 22 ans. On nous dit toujours que l'Iran est à quelques semaines d'avoir une arme nucléaire. Et pourtant, ils ont attendu 22 ans. Et encore après 22 ans, l'Iran, comme il l'a reconnu, n'avait pas d'arme nucléaire. Ils étaient à un mois près. C'est vraiment n'importe quoi. Je veux dire, tu vois, mensonge après mensonge après mensonge. Il s'agit de vouloir changer le régime en Iran, d'éliminer la République islamique d'Iran. Et ils vont chercher n'importe quel prétexte pour essayer de le faire. La différence, cependant, c'est que l'Iran n'est plus aussi vulnérable ou faible qu'il l'était il y a encore 3 mois. Revenez au 13 juin, quand les premières attaques ont eu lieu. L'Iran s'est renforcé sur les plans militaires, politiques et économiques depuis lors. Et je dirais que les États-Unis ne sont en aucun cas dans une position plus forte. Ils sont devenus plus isolés diplomatiquement. Ils ont créé des problèmes avec leurs, disons, les alliés arabes, qui ont commencé à se demander s'ils veulent vraiment s'allier aussi étroitement avec les États-Unis. Mais vous savez, il ne s'agit pas de réalité objective. Il s'agit de perception. Et Trump s'est convaincu que, vous savez, nous avons anéanti l'Iran.
Et pourtant, si nous avons anéanti l'Iran, pourquoi devons-nous y retourner pour l'anéantir à nouveau? Ce qui me dit qu'il ne comprend pas le sens du mot anéantir. On dirait qu'il ne s'aime pas à ce qu'il essaye de dire aux gens. Oui, eh bien, souvenez-vous, ce discours a été prononcé devant la marine des États-Unis, la flotte basée à Norfolk, en Virginie. C'était le 250e anniversaire de la fondation de la marine américaine. Mais vous savez, cette orientation militariste, non seulement au Moyen-Orient, mais aussi au large des côtes du Venezuela, et ensuite, prétendument, le feu vert donné à l'Ukraine pour faire certaines choses, tout cela pousse les États-Unis dans des conflits pour lesquels nous ne sommes ni militairement ni économiquement préparés. Et personne ne veut l'entendre, parce que nous continuons à nous dire que nous sommes les meilleurs, les plus grands, les plus puissants. Et ce n'est tout simplement plus vrai. Et voici ce que nous avons entendu de l'ancien commandant iranien des gardiens de la Révolution. Il a déclaré qu'au moment où Israël déclencherait une guerre, ils entreraient également en guerre avec les États-Unis. Alors pensez-vous que si Israël attaquait l'Iran, il s'agirait d'une attaque conjointe des États-Unis et d'Israël en même temps? Oui, ils vont les éliminer. Ils ne vont pas rejouer cette pièce de théâtre comme la dernière fois. À l'époque, apparemment, il y avait des discussions en coulisses entre les États-Unis et Téhéran, peut-être par l'intermédiaire d'un médiateur. Mais l'Iran a obtenu des concessions des États-Unis pour expédier du pétrole, apparemment vers la Chine. En échange, l'Iran devait mener des frappes limitées sur la base aérienne d'Al-Udeid, et les États-Unis savaient quand, où et combien de missiles, etc. Je ne pense pas que ce sera le cas cette fois-ci. Et vous savez, je pense qu'une partie de la préparation du côté américain consiste, selon les informations, en une réduction des forces américaines en Syrie, en Jordanie et en Irak. Donc je pense qu'au moins les planificateurs militaires américains anticipent pleinement que si les attaques contre l'Iran reprennent, l'Iran ripostera et frappera des cibles américaines ainsi que des cibles israéliennes. Que savons-nous en droit international si l'Iran attaque des bases américaines dans les États arabes? Ces bases sont-elles considérées comme faisant partie des États-Unis ou bien appartiennent-elles au pays hôte où elles se trouvent? Quelle est la compréhension de base de la situation si l'Iran s'engage dans cette direction? Eh bien, ces bases appartiennent en fin de compte au gouvernement hôte, mais c'est un peu comme pour une ambassade. Cette ambassade, où l'on hisse le drapeau, est considérée comme un territoire national, que ce soit celui des États-Unis, de la Russie, de la France ou d'un autre pays. Mais regardez, le droit international n'a aucune importance pour les États-Unis, ni pour Israël. Au mieux, c'est un léger désagrément, quelque chose qu'on peut ignorer. On le voit lorsque les États-Unis attaquent des bateaux de pêche non armés, prétendument chargés de drogue, au large des côtes du Venezuela. On le voit aussi quand Israël intercepte et immobilise des navires en eau internationale qui transportent des vivres aux Palestiniens. Tout cela est illégal, mais personne ne fait rien pour l'empêcher. Alors si vous pouvez simplement sortir et faire tout ce que vous voulez, commettre n'importe quel crime, voler n'importe quoi, tuer n'importe qui, quelle raison aurez-vous d'arrêter? Ça fait du bien. Je pense qu'une partie de cette guerre a déjà commencé, car l'Iran passe du GPS à la version chinoise du GPS. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai récemment vu une vidéo d'un homme à Moscou montrant que le GPS était inexact pour suivre sa position. Il semble que l'Iran prenne cette direction,
car le GPS est d'une certaine manière utilisé contre ces pays. Because the GPS, somehow they're using GPS against these countries. Yeah, well, and plus, there's also ways to disable. Oui, eh bien, en plus, il existe aussi des moyens de désactiver le GPS. Je veux dire, j'ai vu qu'en gros, dans le centre de Moscou, autour de la place rouge, du théâtre Bolchoï, le GPS ne fonctionne vraiment pas. Ce n'est que lorsque l'on s'éloigne de plusieurs kilomètres du centre-ville qu'il se met soudainement à marcher. Ces attaques précédentes ont révélé des sources et des méthodes, à la fois du côté des États-Unis et d'Israël, qui poussent des pays comme la Russie, la Chine et maintenant l'Iran à réagir et à prendre des contre-mesures. Cela signifie donc qu'Israël et les États-Unis cherchent peut-être de nouvelles approches, de nouvelles façons d'essayer de localiser ou de repérer des personnes. Mais, vous savez, je pense que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, pour reprendre cette métaphore, a probablement été l'attentat au Qatar et l'attaque contre la délégation du Hamas là-bas. Y a-t-il une possibilité de négociation ou de discussion entre l'Occident et l'Iran, d'après ce que nous avons vu jusqu'à présent? From Iran's standpoint, yes. From the West standpoint, no. Du point de vue de l'Iran, oui. Du point de vue de l'Occident, non. Ils veulent que l'Iran se rende, qu'il meure, en quelque sorte. Je reviens toujours à ce film, Independence Day, où les extraterrestres attaquent la Terre, et l'Iran me fait un peu penser au président américain dans ce film. Le président descend voir cette créature qui a été capturée, et soudain la créature devient folle et tue tout le monde. Alors le président lui parle à travers la bouche d'un mort et lui dit « Eh bien, on ne peut pas simplement discuter. Que voulez-vous » Et la créature répond « Mourir ». C'est à peu près ça. L'Occident est comme cette créature extraterrestre et l'Iran est comme ce président naïf qui pense « Oh, on peut simplement parler ». Iran's like that naive president thinking, oh man, we can just talk. We'll find a way to, we want to work this out. Nous trouverons un moyen de, vous savez, nous voulons régler cela. Cette diabolisation de l'Iran dure depuis toute ma vie d'adulte. Elle remonte à 1979-80. Et nous voilà 45 ans plus tard, et la haine envers l'Iran persiste encore en Occident, les États-Unis en tête. Je me souviens d'avoir conduit devant l'ambassade d'Iran à Washington, D.C. en 1980, après qu'ils eurent pris nos citoyens en otage. J'étais indigné. Nous klaxonnions et crions des insultes à la mission iranienne, sans comprendre, apprécier ni reconnaître le rôle que les États-Unis avaient joué auparavant en renversant un gouvernement démocratiquement élu et en installant au pouvoir un non-démocrate, quelqu'un qui s'est révélé être une personne plutôt abusive. En fait, Israël utilise son fils, Pouet. Cela a été fait avec les États-Unis aussi. Ce n'est pas seulement Israël. Tout cela fait partie d'un effort coordonné. Je suis sûr que le Mossad et la CIA coordonnent la communication sur tout cela. There was an article in Haaretz, in Israeli, Il y a eu un article dans Haaretz, un journal israélien, qui parlait de la manière dont le mouvement du prince héritier d'Iran avait été utilisé pendant les 12 jours de guerre. Ils se préparaient à cette guerre bien avant cela. Ils ont créé de nombreux comptes sur X et s'y sont préparés. Lorsque Israël a commencé à attaquer l'Iran, ils sont sortis et ont commencé à diffuser beaucoup d'informations pour manipuler la situation contre l'Iran. Oui. Eh bien, leur hypothèse était qu'une fois qu'ils auraient éliminé les principaux dirigeants, militaires, politiques, le gouvernement s'effondrerait et ils pourraient installer un nouvel étranger. Je veux dire, c'est complètement fou, mais ils y croient vraiment. Tu sais, c'est ça qui est un peu effrayant, qu'ils se laissent aller à ces fantasmes et finissent par essayer de les mettre en pratique. J'ai parlé avec Max Blumenthal l'autre jour et je lui ai demandé s'il existait une différence entre les objectifs des États-Unis et ceux d'Israël en ce qui concerne l'Iran
Y a-t-il une quelconque différence entre les deux? Il a répondu qu'il n'y avait pas de politique américaine sur l'Iran. Tout tourne autour d'Israël, de ce que veut Israël. It's all about Israel. It's Well, all no, about what Israel wants. No, I don't think that's right. Non, non, non. Je ne pense pas que ce soit juste. Je pense que c'est un élément, les États-Unis tenant compte des intérêts israéliens, bien sûr, mais les États-Unis considèrent aussi l'Iran comme, si l'on peut dire, une rampe de lancement pour détruire la Russie. Ainsi, l'Iran se trouve à une sorte de carrefour critique, géographique, politique et économique. La principale priorité des États-Unis, oui, satisfaire les Israéliens, c'est un élément. Mais gérer la Russie et gérer la Chine fait aussi partie de cette réflexion américaine sur l'Iran. Nous pensons que nous serons bien mieux lotis si nous éliminons l'Iran ou si nous avons l'Iran de notre côté. Cela va enfermer la Russie et enfermer la Chine. Cela va réduire leurs options. And it's going to box in China. It's going to reduce their options. Iran is in the process of building a huge military base. L'Iran est en train de construire une immense base militaire près du golfe Persique, Larry. Je connais cette région. Penses-tu que les États arabes se préparent? Les États-Unis, puisque nous parlons d'une possible attaque contre l'Iran, car, comme nous l'avons déjà dit, l'Iran peut frapper ces États arabes si quelque chose de grave se produit. Et les États-Unis, alors? Parlent-ils avec ces pays arabes, ces États arabes? Sont-ils préparés à cela? Eh bien non. Je ne sais pas. Le Qatar vient d'être attaqué par Israël. Ils ont été frappés par Israël. Israel, they got hit by Israel. No, I think Non, je pense que la relation a changé ou qu'il y a eu un tournant dans cette relation depuis l'attaque à Doha menée par Israël avec l'aide des États-Unis pour tenter de détruire ou d'assassiner la délégation du Hamas. On voit maintenant que les Saoudiens renforcent leurs liens économiques avec la Chine et qu'ils s'orientent vers cette alternative. Je pense qu'il y a une prise de conscience croissante, en particulier chez les Saoudiens, peut-être aussi chez les Émiratis, de l'effondrement de l'univers économique occidental traditionnel où les États-Unis sont l'hégémon et le dollar est suprême. Ils reconnaissent que les fondements du leadership économique américain se sont fissurés. Ce n'est pas une base stable, et c'est le genre de choses qui pourrait s'effondrer. that it is the kind of thing that could collapse. And so they're hedging their bets, which is one of the reasons they're Et donc, ils couvrent leurs paris, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles on a vu ce mouvement majeur vers l'or de la part de la Chine et d'autres pays. En fait, la Chine met en place, je crois, des installations pour stocker de l'or en Arabie Saoudite. Ce ne sont pas des démarches insignifiantes. En conséquence, la soumission traditionnelle des Saoudiens, des Qataris, des Émiratis et des Koweïtiens envers les États-Unis diminue. Je veux dire, aucun d'entre eux ne souhaite une confrontation ouverte avec les États-Unis. Ils veulent éviter cela. Mais ils ne vont plus non plus accepter aveuglément ce que les États-Unis leur disent ou faire ce que les États-Unis leur demandent de faire. accept what the U.S. tells them or do what the U.S. tells them to do. During the 12 days, the 12-day war between Pendant la guerre de 12 jours entre l'Iran et Israël, le président russe a déclaré que l'Iran ne leur avait rien demandé, qu'il menait simplement son propre combat. Et il semble qu'à la suite de l'attaque, les choses aient changé. Les Iraniens ont changé d'avis sur la manière dont ils souhaitent communiquer avec les Russes. C'est un aspect de la situation où l'Iran considère la Russie et la Chine comme deux des partenaires les plus importants de la région. Parce qu'après tout, ils doivent assurer une certaine sécurité pour le pays. Il doit y avoir ce type de communication entre l'Iran, la Russie et la Chine. Mais d'un autre côté, quelle importance l'Iran a-t-il pour la Russie et la Chine? Peuvent-ils se permettre de perdre l'Iran au Moyen-Orient? Car cela modifierait profondément la région pour eux. Oh yeah, no, I think they recognize that it's Iran is a Ah oui, non, non. Je pense qu'ils reconnaissent que l'Iran est une pièce d'échiquier essentielle. Et vous savez, je pense que la Russie et la Chine, séparément et collectivement,
l'avait mieux compris que l'Iran lui-même, l'ayatollah Khamenei et le commandement militaire iranien avant le 12 juin. Mais maintenant, je pense qu'ils le comprennent pleinement. C'est pourquoi on a observé une augmentation très significative des mouvements d'aéronefs militaires en provenance de Russie et de Chine vers l'Iran. On a vu des hauts responsables militaires iraniens se rendre à la fois en Russie et en Chine. Ainsi, la communication et les échanges ont largement dépassé ce qu'ils étaient le 13 juin. C'est pourquoi je dis que c'est une nouvelle situation par rapport à ce que les États-Unis pensaient affronter entre le 13 et le 25 juin. Larry, la fin pacifique de la situation de Donald Trump fait beaucoup parler et suscite de nombreuses contradictions. Et Trump dit qu'il est très optimiste à propos de cette fin pacifique. Quand il parle ainsi, je ne peux m'empêcher de penser aux négociations entre l'Iran et les États-Unis. Tu sais, à chaque fois qu'il disait que c'était si positif, si bon, qu'il faisait des progrès, et puis après tout, ils ont attaqué l'Iran. Il me semble qu'ils veulent récupérer les otages, puis ils vont attaquer encore et encore. Ouais. Eh bien, tu sais, je pense que le plan de paix est mort-né maintenant. Ça va être un peu comme dans le film Weekend at Bernie's. Tu te souviens de ce film où ils avaient un type mort? Les deux gars trimballaient le cadavre et faisaient semblant qu'il était vivant. Eh bien, ce sera pareil pour ce plan de paix. Parce qu'au fond, ce que le plan de Trump propose, c'est que le Hamas se retire de toute implication politique, se désarme, se rende et disparaisse. Ça n'arrivera pas, premièrement. Deuxièmement, encore une fois, c'est comme ça que fonctionnent les récits construits par l'Occident. Le seul méchant, c'est le Hamas. Eh bien, tu sais, j'oublie le chiffre exact, mais il y a 14 ou 17 autres groupes palestiniens. Certains d'entre eux sont laïcs, vous savez, comme le Front populaire de libération de la Palestine, l'un des plus anciens, le FPLP. Donc il y a le djihad islamique et des groupes non islamiques. Même si le Hamas décide, entre guillemets, de renoncer, cela ne veut pas dire que les 14 autres groupes vont renoncer. Donc vous savez, le Hamas, je pense, joue intelligemment. Ils ont dit, d'accord, oui, nous accepterons cela, mais ce ne sera pas une commission contrôlée ou dominée par les États-Unis qui viendra gouverner. Ce sera palestinien, parce que ça doit mener à un État palestinien. Et, vous avez vu cela, la réaction de la Russie a été, en gros, oui, félicitations Donald Trump, excellent plan, mais il faut qu'il y ait un État palestinien. Alors, vous savez, Trump ne cesse de dire, oh, il va y avoir un prix à payer. Les Palestiniens paient ce prix depuis 24 mois maintenant, mais ils n'ont pas abandonné. Et je ne pense pas qu'ils vont abandonner. C'est Israël qui a vraiment le plus à perdre. Et vous savez, Netanyahou ne peut pas accepter certaines des conditions de Donald Trump sans détruire ce qui reste de sa base politique. Donc vous savez, ils vont faire semblant, parler de paix, et vous savez, le Hamas est censé s'envoler pour l'Égypte. Mais comment diable les dirigeants vont-ils sortir de Gaza, ou d'où qu'ils soient, pour se rendre en Égypte en toute sécurité pour des pourparlers? Parce que je ne mettrai pas hors de question qu'Israël essaye encore de les tuer. L'objectif principal est de tout faire y tuer. Oui, Israël a vécu selon l'idée qu'on peut tuer pour parvenir à la paix. Et maintenant, avec plus de 75 ans de preuves, nous savons que ce n'est pas vrai. Oui, voici ce que nous avons lu de Donald Trump et de Rubio à propos du plan de paix. De la flexibilité, parce que tout le monde est à peu près d'accord, mais il y aura toujours quelques changements. Mais le plan du Hamas, je vous le dis, c'est incroyable. Vous allez avoir la paix si vous y pensez.
la paix au Moyen-Orient pour la première fois depuis, dit-on, environ 3000 ans. 3,000 years. So I'm very honored to be a big part of that. Je suis donc très honoré d'en faire partie de manière importante. Je pense qu'en fin de compte, tout le monde est d'accord, y compris Israël, pour dire que, à terme, au fur et à mesure que ce processus se déroule, Gaza sera gouverné par un groupe technocratique palestinien, qui n'est pas le Hamas, qui ne sont pas des terroristes, avec l'aide, l'assistance et les conseils d'un consortium international comme le Conseil de la paix. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un à qui remettre les rênes. Soyons réalistes. On ne peut pas simplement mettre en place une nouvelle structure de gouvernance à Gaza en 72 heures. Cela va prendre du temps. Oui, la question est, qui va faire cela? Les Palestiniens vont-ils faire partie du processus? Vont-ils y participer? Ou bien ignore-t-on simplement le droit des Palestiniens d'en faire partie? Car après tout, c'est leur État, leur sécurité, leur vie, leur avenir. Il ne s'agit pas de l'Occident. Il ne s'agit pas de nous en train de parler de leur avenir. Hamas, les rangs du Hamas et des autres groupes palestiniens se sont gonflés au cours des 2 dernières années de jeunes hommes désireux de se battre, de se venger des sionistes qui ont tué leurs mères, leurs pères, leurs sœurs, leurs frères, leurs cousins, leurs enfants. Donc ils ne vont pas disparaître, et on ne peut pas tous les tuer. En théorie, on pourrait tous les tuer si on faisait exploser une bombe nucléaire, je suppose. Donc vous savez, c'est une réalité avec laquelle il faut composer. Et vous savez, revenons à cette affirmation absurde de Trump sur la paix pour la première fois en 3000 ans. Ne connaît-il même pas l'histoire? Je veux dire, la réalité, c'est que sous l'Empire ottoman, il y a eu une longue période de paix. Aucun conflit dans cette région, jusqu'à ce que l'Occident intervienne après la défaite de la Turquie pendant la Première Guerre mondiale. Cela a duré plus de 450 ans. C'est 2 fois plus vieux que les États-Unis. Les États-Unis n'existent même pas depuis aussi longtemps. Donc encore une fois, je me lasse vraiment de ce genre de déclaration ignorante de Trump. Aucune appréciation de l'histoire, aucune compréhension de l'histoire. Pour lui, c'est juste un jeu télévisé. Et c'est vraiment le cas. C'est un manque de respect. Penses-tu que Netanyahou se montre flexible concernant ce que Donald Trump demande? Voici ce qu'il a dit, Larry. L'accord, comme tout le monde le sait, était le plan du président Trump. Le Hamas affirme avoir accepté l'accord, donc désormais la responsabilité lui incombe. Le plan se compose de 2 parties. La première consiste à libérer tous les otages. Israël effectue un retrait tactique, mais reste à Gaza. La seconde vise à démilitariser Gaza et à désarmer le Hamas. Cela fera l'objet de négociations. Mais la première partie est là. Elle est convenue et cela pourrait effectivement marquer le début de la fin de la guerre. Comme je l'ai dit, puisque nous l'avons accepté, nous devons voir ce que fera le Hamas. Si le Hamas l'accepte, je pense que c'est un très bon signe. Si le Hamas ne l'accepte pas, et c'est une possibilité que nous gardons toujours à l'esprit, alors Israël recevra, comme le dit le président Trump, le plein soutien des États-Unis pour agir avec fermeté afin de mettre fin à la guerre. Ab, qu'est-ce qu'Israël a fait ces 2 dernières années? Demain, le 7 octobre, marquera le 2e anniversaire de l'attaque. Les raids militaires du Hamas, menés principalement contre des cibles militaires israéliennes il y a 2 ans. Et Israël a ensuite répondu avec toute sa force militaire, n'est-ce pas? Après 2 ans, ils n'ont pas réussi à vaincre le Hamas ni les autres combattants palestiniens. Je ne comprends pas très bien comment le Hamas a pu continuer à se battre, car ce n'est pas comme s'il disposait d'une ligne d'approvisionnement ouverte à l'extérieur de la bande de Gaza.
Ils ont donc dû soit stocker une énorme quantité de munitions, d'armes et d'équipements, soit trouver un moyen de se réapprovisionner d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas, mais Israël n'a pas réussi à les vaincre jusqu'à présent. Et tu sais, Netanyahou peut continuer à s'épuiser lui-même, à épuiser son pays. Les Palestiniens, eux, se battent pour leur terre et ils sont prêts à mourir pour elle. Cela pousse à se demander si Israël ou les sionistes ont le même niveau d'engagement. Lors de l'entretien, Netanyahou déclare qu'ils ne vont pas se retirer de Gaza. Ils veulent y conserver 3 ou 4 positions, dont l'une, je crois, est le corridor de Philadelphie. Je ne sais pas comment ils peuvent gérer cela avec l'Égypte. Y a-t-il une communication entre les États-Unis, Israël et le gouvernement égyptien? Eh bien, jusqu'à présent, depuis que nous revenons à l'accord signé avec Anwar el-Sadat, lorsque Bill Clinton l'a présidé il y a 34 ans, à la suite de cela, l'Égypte a été en quelque sorte achetée. Ainsi, les États-Unis, vous savez, l'Égypte s'est révélée être une prostituée des États-Unis. La question demeure, souhaite-t-il continuer à jouer ce rôle servile de prostituée ou non? Et il y a, du moins d'après ce que je comprends, certains éléments au sein de l'armée égyptienne qui s'irritent vraiment à l'idée de céder ce territoire. Ils sont censés avoir le contrôle de ce point d'entrée et de sortie. Nous verrons donc si c'est l'un des sujets à négocier au Caire. On dit que le Hamas s'y rend et que les Israéliens s'y rendent aussi. Nous verrons bien. Ce serait mieux s'ils pouvaient parvenir à un accord et mettre fin aux tueries. Mais obtenir un arrêt des violences maintenant, vous savez, nous avons vu cela encore et encore. Nous ne l'avons simplement jamais vu aussi sanglant, aussi meurtrier, pendant une période aussi longue. Ils connaîtront peut-être un moment de calme, mais le conflit recommencera tant que les droits du peuple palestinien ne seront pas seulement reconnus, mais protégés. Et tant que la communauté internationale n'imposera pas de sanctions sévères aux sionistes pour mettre fin à leurs projets. Le monde en est capable, mais les Israéliens ont plutôt bien réussi à acheter tout le monde. Je ne sais pas si c'est par chantage ou par une combinaison financière des deux. En observant la manière dont Netanyahou communique, en parlant avec Donald Trump, on peut voir que, d'une certaine façon, Trump essaie de... Eh bien, Netanyahou n'est pas d'accord avec tout ce que Trump dit à propos de l'accord de paix. Mais penses-tu que Trump joue un certain rôle pour faciliter ce que veut Israël, ou qu'il a sa propre vision lorsqu'il s'agit de résoudre le problème à Gaza? Son gendre a un projet de développement immobilier à réaliser. Allez, voyons, il faut suivre le mouvement. Je pense, franchement, que c'est plus important pour Donald Trump que tout le reste dans cette affaire. S'assurer que Jared Kushner réussisse dans son entreprise visant à transformer les plages de Gaza en une sorte de méga-complexe Trump. Je veux dire, j'exagère un peu, mais le simple fait que Donald Trump en ait parlé il y a 6 mois, je ne pense pas qu'il l'ait mentionné par hasard. Je crois que c'est quelque chose en quoi il croit vraiment. Et vous savez, on l'entend souvent revenir là-dessus en disant « Comment peuvent-ils? Ils ont cette magnifique plage et ils en font rien. C'est de l'argent qui dort. » Ce genre de choses. Comment pouvez-vous imaginer désarmer le Hamas alors qu'Israël est totalement prêt à les attaquer, à tuer, à assassiner des gens dans la bande de Gaza? Pas seulement dans la bande de Gaza, mais aussi en Cisjordanie. C'est bien cela. Comme je l'ai dit, je ne vois pas le Hamas se désarmer. S'ils le font, ils se suicident. Il n'y a aucune promesse ni garantie des États-Unis ou d'Israël à laquelle je ferai confiance.
Montrez-moi un seul exemple au cours des 2 dernières années où les promesses des États-Unis ou d'Israël ont été dignes de confiance. Nous avons vu trahison après trahison après trahison. Même en sortant du cas du Hamas, le meurtre de Hassan Nasrallah a été facilité, en partie, parce qu'il faisait confiance aux États-Unis, faisait confiance à un processus de négociation qui a été utilisé comme un outil pour identifier où il se trouverait à un moment et un endroit précis afin qu'ils puissent le tuer, ce qu'ils ont fait. Poutine a déclaré lors de la conférence de Valdai qu'il était optimiste quant à une issue pacifique et qu'il ferait tout ce qui est nécessaire pour que la Russie contribue à faciliter ce processus. Comment percevez-vous la manière dont la Russie tente de participer ou de communiquer au sujet de la situation à Gaza? Leur priorité principale est-elle actuellement l'Ukraine, tout en essayant également de faire de leur mieux pour le peuple palestinien? Eh bien, je pense encore une fois que l'objectif principal de Poutine est de neutraliser les États-Unis, de placer la Russie et les États-Unis sur une base diplomatique solide afin de sortir de l'impasse militaire actuelle concernant l'Ukraine. Dans cette optique, il va soutenir publiquement le plan de Trump. Il l'a dit à Valdai. Mais il a également souligné que la solution à 2 États devait en être un élément essentiel. Il le dit de manière diplomatique. Il ne cherche pas la confrontation avec les États-Unis. La réalité, je crois, c'est que si la Russie, la Chine et l'Inde, 3 membres essentiels des BRICS, disaient « Très bien, nous allons mettre un terme à cette guerre à Gaza », alors ils pourraient le faire en rompant leurs liens diplomatiques et économiques avec Israël et en imposant un embargo total. S'ils prenaient l'initiative, d'autres pays les rejoindraient et Israël serait finalement contraint de capituler. Ils ne pourraient pas continuer. Mais pour l'instant, ils obtiennent du pétrole d'autres sources et maintiennent des relations commerciales avec la Chine, l'Inde et la Russie. Donc cela ne leur coûte encore rien. Je reproche aux pays des BRICS de ne pas en faire davantage, car je pense qu'ils le pourraient. Mais encore une fois, ce ne sont pas eux qui alimentent et permettent le génocide du peuple palestinien. C'est l'Occident. Malgré le soutien sans égal de l'Allemagne à Israël, tant sur le plan politique que militaire, l'opinion publique en Allemagne y est totalement opposée, Larry. Un nouveau sondage montre que 3 électeurs sur 5 estiment que les actions d'Israël à Gaza peuvent être qualifiées de génocide. Et il ne s'agit pas seulement de l'Allemagne. Regardez l'Italie, l'Espagne. Les gens sortent, les gens parlent de ce qui se passe. Eh bien, en France aussi. Oui, en France. En fait, le gouvernement français ne s'est-il pas encore effondré aujourd'hui? Je crois que c'est exact. Et l'un des facteurs de cela a été le soutien de la France aux sionistes. Et dans l'opinion publique, vous savez, il y a un large courant de sympathie en France pour les Palestiniens. On observe donc dans toute l'Europe un fossé grandissant entre les dirigeants politiques, généralement favorables à la cause sioniste, et un nombre croissant de personnes indignées parce qu'elles perçoivent comme un génocide commis par ces sionistes fanatiques. Comment avez-vous trouvé Vladimir Poutine à la conférence de Valdai et la manière dont il s'est présenté? Beaucoup de gens le critiquent. En général, je divise les opinions en 2. D'un côté, certains disent que ce dont il parlait était d'une certaine manière adéquat en ce qui concerne la guerre avec l'Occident et l'escalade du conflit en Ukraine. Mais de l'autre côté, on estime qu'il n'a pas été assez ferme ou clair lorsqu'il exprimait quelles seraient les priorités de la Russie si quelque chose de majeur se produisait, notamment en matière de dissuasion,
qui est si importante pour la Russie. Ils disent qu'il n'a pas transmis cette idée de dissuasion avec suffisamment de force dans sa manière de parler du conflit. Quelle est votre opinion à ce sujet? Quel était son message principal? A-t-il réussi à adresser son avertissement à l'Occident de manière efficace? Send his message, his warning to the West. Yeah. Yeah. But you Oui. presupposed in your question. Mais ce que ta question suppose, c'est que l'Occident écoute, comprend et prête attention. It does not. Ce n'est pas le cas. J'ai décrit le discours de Poutine à Valdai à Sochi la semaine dernière comme l'exemple parfait du point de fer dans un gant de velours. Il était généralement très détendu, de bonne humeur, se moquant et ridiculisant l'Occident. Du genre « Ah oui, il nous traite de tigres de papier ». Eh bien, nous ne combattons pas seulement l'Ukraine. Cela fait maintenant 3 ans que nous affrontons en réalité l'OTAN. Alors, si nous sommes un tigre de papier, qu'est-ce que cela fait d'eux, puisqu'ils n'ont pas réussi à nous vaincre? Ce genre de choses. Il a été très ferme là-dessus, voulant entretenir une relation positive avec l'Occident et ne pas se laisser distraire par ce que dit Donald Trump, mais se concentrer davantage sur ce que Donald Trump fait. Things that Donald Trump says, focus more on what Donald Trump does. But also, he was quite clear that, look, Mais il a également été très clair sur le fait que, concernant le missile Tomahawk, si celui-ci était introduit dans le conflit, nous pourrions le gérer. Il a dit « Nous avons la capacité de faire face à cela ». Mais cela représenterait un changement significatif dans notre relation avec les États-Unis, et ce ne serait pas un changement positif. Je pense que parfois les analystes ont des attentes irréalistes. Ils s'attendent à ce que Poutine agisse comme Dmitri Medvedev. Medvedev est beaucoup plus émotif et enclin à s'exprimer directement. Ce n'est pas Poutine. Ça ne l'a jamais été. Bon sang, ça fait 26 ans qu'il fait cela. À un moment donné, il faut reconnaître que cet homme est ce qu'il est. Et il ne semble pas du tout que sa popularité diminue en Russie, malgré toutes les affirmations désespérées venant de l'Occident. all the desperate claims coming out of the West. The argument, Larry, the people L'argument, Larry, avancé par ceux qui critiquent Vladimir Poutine, est que si quelque chose de grave se produit au cœur du territoire russe, disons qu'une grande ville est frappée par un Tomahawk, comment cela va-t-il modifier la nature du conflit? C'est leur principale préoccupation. Well, And this is the main concern on their part. Russia then will probably Oui, begin targeting la Russie commencerait probablement à cibler les actifs américains dans la région, car elle l'a clairement indiqué. La seule chose que Poutine a dite directement à Valdai dans son discours à Sochi, c'est que ces systèmes ne peuvent pas être lancés sans une implication directe des États-Unis. Ainsi, l'utilisation de tels systèmes d'armes constituerait une reconnaissance tacite par Washington de sa participation directe. Maintenant, tout le monde sait que Washington est directement impliqué, mais ils ont créé une sorte d'artifice. Faisons comme si ce n'était pas le cas. Je pense qu'on accorde peut-être une attention excessive à toute la question du Tomahawk, car le seul système qui pourrait être utilisé en Ukraine serait un système de lancement terrestre. Et en réalité, ceci n'existe pas pour le moment. Donc autant parler du déploiement d'un haricot magique. Neuraidos Gerd n'existe. The magic bean doesn't exist. Is that going to be Est-ce que cela va donner le feu vert à l'Allemagne pour envoyer les missiles Taurus à l'Ukraine? to Ukraine? I don't see the United States actually Absolument. Je ne vois pas les États-Unis donner réellement leur feu vert à cela, malgré certains discours. S'ils le font, encore une fois, le Taurus a des capacités limitées. Mais la Russie a été très claire, en particulier avec l'Allemagne. Si cela se produit, l'Allemagne sera prise pour cible. L'Allemagne fera face à des représailles. Donc vous savez, le rythme de l'offensive russe s'accélère. Il ne ralentit pas, même si nous sommes en plein ou sur le point d'entrer dans la Rasputsa, la saison des pluies, lorsque les champs se transforment en boue et que les routes deviennent impraticables à la campagne. Donc, out of the countryside. So
Parce qu'après tout, si nous supposons que les systèmes de défense aérienne de la Russie sont si puissants, les S-400, S-500, ils ne pourront pas couvrir tout ce territoire, cette immense zone. Ils protégeront les installations sensibles et les sites clés. Mais malgré tout, ils peuvent frapper les grandes villes et les zones civiles de ces villes. Mais votre question suppose que les Allemands, les Américains, les Français et les Britanniques disposent d'un stock illimité de missiles qu'ils peuvent tirer. Ce n'est pas le cas. Leurs quantités sont limitées. C'est l'une des révélations des 2 dernières années en particulier. Vous vous souvenez de la première année, remontée 3 ans en arrière, on nous répétait sans cesse, en mars, avril, mai, juin, je peux retrouver les gros titres. La Russie est à court de missiles. Ils seront épuisés d'un jour à l'autre. Ils grattent le fond du baril. Et maintenant, 3 ans plus tard, la Russie lance des centaines de drones et de missiles un jour sur 2, à des volumes jamais vus en 2022, 2023 ou 2024. Ils ont augmenté leur production et en sont capables. L'Occident n'a rien de comparable. Oui, la Russie, c'est l'un de ses avantages. Elle s'étend sur 11 fuseaux horaires. C'est un territoire immense, immense. Et vous savez, les Ukrainiens, avec le soutien de l'OTAN, ont réussi à frapper certaines cibles en Russie, des raffineries de pétrole et autres, mais pas au point de paralyser les Russes. Est-ce que quelqu'un est vraiment prêt à affirmer que la Russie a subi plus de dégâts la semaine dernière que l'Ukraine à cause des attaques de drones et de missiles? Allez-y, essayez de défendre cette idée. Ce n'est tout simplement pas vrai. Donc je pense qu'en Occident, on a vu au départ une certaine panique et des menaces. Mais quand il s'agit de passer à l'action, même Scholz dit « Oh, attendez une seconde, on devrait peut-être y réfléchir à 2 fois. » Parce qu'ils reconnaissent maintenant que la Russie a été très claire, elle ripostera. Elle ne va pas rester là à encaisser les coups. Tent, je sais pas si vous l'avez l'interview que j'ai faite avec Martin Armstrong. Oui, je l'ai fait. Il a des relations à Washington. Il connaît des gens là-bas. Il dit que cette haine envers la Russie est sans fin. Il n'y a aucun intérêt pour la Russie à chercher la guerre, le partenariat ou l'amitié avec les États-Unis, car ils ne veulent pas de la Russie telle qu'elle est. Ce n'est pas une question de communisme. Ce n'est pas une question de la Russie marchant vers l'Europe. C'est une question de l'existence même de la Russie, du pouvoir que la Russie détient, des ressources naturelles de la Russie. Oui. Eh bien, souvenez-vous, même Poutine a reconnu qu'il avait cru cela à tort. Il pensait, d'accord, les Américains ont passé 70 ans à combattre le communisme, disons de 1920 à 1990, 70 ans, et donc naturellement ils avaient cette peur et cette haine anticommuniste de l'Union soviétique pour cela, et pour ce que les soviétiques avaient fait en Europe de l'Est. Toute une mythologie s'est construite autour de cela. Il avait donc compris cela. Il a dit, mais maintenant nous sommes nouveaux, nous sommes différents, nous ne sommes plus cela. Nous avons laissé cela derrière nous, nous avons rejeté le communisme, nous avons adopté le christianisme, nous adoptons le nationalisme. Et il pensait que naturellement nous nous entendrions avec l'Occident. Et il a fini par découvrir que rien de tout cela n'a d'importance. Peu importe ce que les Russes font réellement. Comme vous l'avez souligné, l'Occident a décidé de les détester simplement parce qu'ils sont Russes. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'essaye de faire ce que je fais, expliquer la position et la pensée russe. Ce n'est pas que je sois un grand expert en la matière, mais bon sang, notre haine de la Russie est sans fondement. Ce n'est pas comme s'ils nous avaient fait une série de choses qui justifieraient une riposte. C'est tout le contraire. C'est nous qui avons fait une série de choses aux Russes,
pour lesquels ils auraient toutes les raisons du monde de riposter. Mais ils ont fait preuve d'une patience énorme dans ce processus. Ce que le conflit en Ukraine a provoqué en Europe, c'est une sorte de déséquilibre des dommages. Larry, lorsque vous regardez l'Allemagne aujourd'hui et que vous la comparez au Royaume-Uni, ces pays ont-ils été influencés par la guerre de la même manière? De quelle guerre parlez-vous? La guerre en Ukraine. Comment la guerre en Ukraine a influencé les pays d'Europe? Je ne vois rien de comparable à la manière dont l'économie de l'Allemagne a été détruite. Aucun autre pays en Europe n'a connu cela. Oui, ils se sont infligés ça eux-mêmes. La Russie n'a pas fait ça. Je veux dire, toute la tourmente économique qui secoue l'Europe entière, surtout l'Allemagne, a été causée par les États-Unis et par les propres politiques de l'Allemagne. Ce n'est pas la Russie qui a imposé des sanctions. Ce n'est pas la Russie qui a coupé le flux de pétrole et de gaz. Ce n'est pas la Russie qui a imposé ces restrictions. Je veux dire, c'est là que les Russes regardent la situation et se demandent qu'est-ce qui ne va pas avec ces gens. Vous voyez, c'est comme imaginez que vous avez un voisin et que ce voisin met constamment le feu à sa propre maison, puis vient vous crier dessus parce que sa maison brûle. Vous appelleriez la police en disant « J'ai une personne folle ici ». C'est la position de la Russie. Tout ce qu'elle peut faire, c'est regarder l'Europe se verser de l'essence dessus, s'enflammer et accuser la Russie. Marx est-il plus dangereux qu'Olaf Scholz? Oui, Merz à tout le moins subit probablement une pression économique plus forte en raison de son ancien poste chez BlackRock. Et BlackRock a des milliards de dollars en jeu en Ukraine. Ils doivent essayer de sauver cet investissement, sinon de nombreuses personnes liées à BlackRock perdront de l'argent et de l'influence. Supposons que demain, le peuple allemand décide de changer de direction et de politique étrangère. Serait-il possible pour l'Allemagne de revenir d'une manière ou d'une autre aux conditions qu'elle connaissait avant le début du conflit en Ukraine? Eh bien, je dis toujours qu'il y a toujours de l'espoir avec la diplomatie. Absolument. Cette situation pourrait être résolue pacifiquement, car la Russie est disposée à discuter. Mais la Russie a des exigences très claires et des intérêts très précis, et elle ne va pas y renoncer. J'écoutais Scott Horton parler avec un de ses amis libertariens qui écrit pour antiwar.com, et ils ne comprennent toujours pas. Je veux dire, Scott, j'adore Scott, c'est un chercheur très rigoureux, mais il ne prête même pas attention à ce que disent les Russes. Parce que, dans l'esprit de Scott, les Russes ne sont pas sérieux à propos de Zaporizhia et de Kherson. Ils pensent qu'ils pourraient les céder tant qu'ils obtiennent les bonnes garanties. Non, absolument pas. Ils font désormais partie de la Russie. Ils ne reviendront pas en arrière, et la Russie poursuivra la guerre jusqu'à ce que ces régions soient entièrement sous son contrôle. L'Occident ne peut rien faire pour l'en empêcher. C'est ça le point. Ils pensent que la Russie subit toute cette pression économique, ou qu'elle ne peut pas la supporter. C'est juste un mensonge. C'est un mensonge complet. Et j'ai écrit à ce sujet. Vous savez, Seymour Hersh a publié un article dans lequel ses sources, voilà ce que ses sources lui disent. Et si, malheureusement, n'a plus la même fougue qu'autrefois pour repousser les absurdités et dire « Pourquoi tu me sers des salades ?» Mais vous savez, les conseillers autour de Trump l'ont convaincu que la Russie est vraiment faible et qu'économiquement, elle ne peut pas soutenir cela.
Enfin, bon sang. La taille estimée de l'armée russe est désormais de 1,5 million d'hommes. La Russie dispose de réserves militaires de 32 millions d'hommes ayant déjà servi dans l'armée et pouvant être rappelés en service actif. Qu'a-t-on, nous, aux États-Unis? Nous avons du mal à maintenir 470 000 soldats dans l'armée de terre. L'ensemble de nos forces armées, armée de terre, marine, armée de l'air, marine, atteint peut-être 1,3 million. Mais je parle ici uniquement d'une capacité de force terrestre de 1,5 million, avec 32 millions supplémentaires en réserve. Nous ne savons pas avec quoi nous jouons. Dans quelle mesure l'administration Trump est-elle capable de reconstruire l'armée américaine de manière à lui permettre de contrer la Chine ou la Russie si un affrontement devait avoir lieu? Incapable. Je veux dire, regardez, pour se recentrer, eh bien, si vous voulez concentrer les États-Unis sur la création d'une armée capable de vaincre la Russie et la Chine, nous n'avons pas cette capacité. Cela nécessiterait une mobilisation massive de la société américaine. Mais il n'y a pas de base politique pour le faire, premièrement. Cela exigerait également une réorientation complète de notre industrie de défense, où, au lieu de ces contrats avantageux négociés par d'anciens dirigeants militaires qui siègent ensuite au conseil d'administration de Lockheed Martin et Raytheon, on crée des systèmes d'armes rentables pour l'entreprise, mais pas nécessairement pertinents sur le plan stratégique. Je veux dire, regardez simplement comment la Russie, en 3 ans, complètement changé de cap, créant une industrie majeure de drones et les produisant à un niveau qui lui permet d'en lancer 600 par jour. À un seul rythme. Et je ne parle pas des autres drones qui se trouvent tout le long de la ligne de contact. Qu'a fait les États-Unis? Eh bien, nous dépendons encore en partie de la Chine pour l'approvisionnement de certains composants essentiels, et les Chinois ne sont pas contents de nous en ce moment. Bon sang, Trump doit aller là-bas et essayer de flatter Xi Jinping. Vous vous souvenez quand Trump se vantait que tout le monde faisait la queue pour le flatter? Eh bien, maintenant, Trump va devoir faire de gros efforts de flatterie avec Xi, parce que les producteurs de soja ont pris un coup terrible. Ils sont en train de saigner à blanc. La Chine a dit « Très bien, nous n'achetons plus votre soja ». Donc oui, militairement, disons-le ainsi, les États-Unis dépensent déjà 3 fois plus que la Russie et la Chine réunies pour la défense, et malgré cela, nous n'avons pas une force capable de tenir tête à l'un ou à l'autre de ces pays. Larry, I don't know if you saw the new Larry, je ne sais pas si tu as vu le nouvel article. Laisse-moi te le montrer. Il montre que les exportations de technologies vertes de la Chine sont bien plus élevées que celles des États-Unis dans le secteur de l'énergie. much higher than the United States export in terms of the energy. Ouais, You know, the game has changed, Larry. tu sais, le jeu a changé, Larry. Et je ne sais pas combien de temps il faudra aux États-Unis pour comprendre ce qui est en jeu pour l'avenir. Je ne parle pas seulement des Russes. Je parle des gens aux États-Unis, des gens en Europe, des gens au Moyen-Orient. Il faut une nouvelle forme de stratégie pour faire face à cela. Ce n'est pas la guerre, c'est autre chose. It's not war, it's something else. Yeah. Well, but it's like, that's why these old Oui. fairy tales were created, 'cause they actually Eh bien, tell c'est pour ça que ces vieux contes de fées ont été créés, parce qu'ils nous apprennent vraiment quelque chose sur la nature humaine. Comme dans le cas de Blanche-Neige, où la méchante reine regardait dans le miroir et disait « Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle de toutes ». Elle vivait dans l'illusion d'être la plus belle, la plus juste, et refusait de reconnaître que le monde avait changé. Blanche-Neige et ses nains représentaient la nouvelle force en place. C'est exactement là où se trouvent les États-Unis. Nous sommes comme cette méchante reine, mec. On se regarde dans le miroir, on se contemple. Nous sommes les plus grands, les meilleurs. Et ce n'est pas vrai.
Vous savez, choisissez simplement le secteur que vous voulez. Nous ne sommes pas les leaders dans ce soi-disant secteur. Et je vois que le frère Robert s'est arrivé. Je veux dire, il pourra en parler plus en détail que moi après mon départ. Mais le fait est que ce à quoi nous assistons, c'est l'effondrement de ce qu'on pourrait appeler le système de Bretton Woods. Cet ordre économique traditionnel contrôlé par l'Occident, où les États-Unis ont été l'hégémon, le leader. Et ce qui émerge avec la Russie, la Chine et le Sud global n'est pas temporaire. C'est permanent, et cela va transformer le monde pour les 100, voire 200 prochaines années. Sur cette note optimiste, je vais vous laisser, et vous et Paul pourrez continuer. D'accord? I'll depart and you and Paul can go on, okay? Yeah. Paul, actually, we were talking about the China, how the Oui, Paul. En fait, nous parlions de la Chine, de la façon dont les exportations chinoises d'énergie verte dépassent celles des États-Unis. Et tu sais, en 2024 et 2025, cela montre à quel point ils prennent de l'ampleur en matière d'exportation d'énergie. Ils n'ont pas de combustible fossile, mais ils ont quand même réussi à faire beaucoup d'affaires dans ce domaine. Alors Paul, en regardant la Chine aujourd'hui, et la manière dont les États-Unis ont décidé, à mon avis, non seulement au Moyen-Orient, mais aussi dans la guerre en Ukraine, de s'opposer à la Chine, tout est lié. Si tu regardes ce qui se passe avec l'Iran et avec la Russie, au fond, tout revient à la Chine et à la façon dont les États-Unis essaient de gérer son ascension. Parce que la Chine est dans une position où il faut avoir de véritables stratégies pour communiquer avec ce pays immense et gigantesque. Quelle est ton opinion sur la façon dont l'administration Trump gère cette situation? What's your take on the way that the Trump administration is doing this? Well, it's an inability. Eh bien, c'est une incapacité du leadership américain, un très mauvais leadership. C'est une incapacité à accepter la réalité. La réalité est inacceptable parce qu'elle ne soutient pas toutes les illusions et les chimères qu'ils entretiennent. Ainsi, la situation réelle n'est pas seulement la montée de la Chine, mais aussi le déclin assez important et rapide de l'ensemble du monde occidental. Si l'on regarde l'Occident, on constate un manque de leadership. Il n'y a pas de dirigeants, et les gouvernements ne représentent pas le peuple. Les taux d'approbation, j'en ai récemment publié certains, montrent que le Premier ministre britannique était à environ 13%, la chancelière allemande à 23%, et le président français quelque part entre 17 et 20%. Ainsi, la grande majorité des gens ne voient même pas de leadership chez leurs propres dirigeants. Et bien sûr, aux États-Unis, un leadership unifié est impossible, car les démocrates sont devenus essentiellement un parti anti-américain. Ils sont contre la liberté d'expression, favorables à la censure, hostiles aux Blancs et prônent une sorte de tour de Babel. Il n'existe aucune forme d'unité de soutien sur laquelle un dirigeant pourrait bâtir une base. Les différences entre les deux partis lors des scrutins sont minces et la loi est en train d'être instrumentalisée, au point que les États-Unis commencent à ressembler à des pays du tiers-monde où la nouvelle administration poursuit la précédente. Ce ne sont pas des conditions qui rendent le leadership possible. Donc je ne pense pas que la Chine ait à se soucier des États-Unis, sauf peut-être face à une attaque nucléaire. La Chine, elle, avance. China, they're moving on. And there's nothing we can do about it. Et il n'y a rien que nous puissions y faire. Nous pouvons nous ridiculiser. Nous pouvons déclencher des guerres. Nous pouvons essayer d'interrompre la nouvelle route de la soie chinoise en nous y mêlant d'une manière ou d'une autre, peut-être en achetant un gouvernement corrompu. Nous pouvons être une épine dans le pied, mais je ne comprends pas pourquoi les États-Unis considèrent la Chine comme un ennemi qu'il faudrait d'une manière ou d'une autre contenir. L'idée même de devoir contenir des peuples n'a aucun sens. Si tel est notre objectif, pourquoi avoir jamais mis l'accent sur le développement économique? Pourquoi avoir créé des agences censées fournir des fonds de développement aux pays désireux de progresser et de s'élever économiquement?
Tout cela est plutôt absurde. Les guerres sont meurtrières et dévastatrices, et de plus en plus, compte tenu du type d'armes dont nous disposons. Les États-Unis devraient simplement se réjouir du fait que la Chine construise un bloc commercial aussi vaste auquel nous pourrions participer. C'est toute cette notion d'hégémonie. Et l'hégémonie implique qu'il faut avoir des pays plus faibles que soi. On finit donc par essayer de bloquer leur expansion ou leur développement. Mais, vous savez, 350 millions de personnes ne peuvent pas vraiment faire obstacle à 1,3 milliard de personnes. Du moins pas avec succès. Surtout lorsque les États-Unis ont donné un énorme coup de pouce au développement de la Chine en y exportant toute notre production manufacturière. Et bien sûr, la recherche et la conception suivent la fabrication. Donc, ce n'est pas que la Chine nous ait fait quoi que ce soit. C'est ce que Wall Street et les dirigeants d'entreprises ont fait pour augmenter les profits en délocalisant les emplois manufacturiers. Offshoring manufacturing jobs. This is what hurt the United States, not China. C'est cela qui a nui aux États-Unis, pas à la Chine. Mais où que vous regardiez, vous savez, on en parle souvent, partout en Occident, on ne voit aucun signe de reconnaissance de la réalité, ni aucune capacité à prendre de bonnes décisions. Il n'y a tout simplement pas de bonnes décisions. Par exemple, en ce moment, les informations suggèrent que l'Occident, dirigé par les États-Unis, tente d'organiser des fronts de guerre contre la Russie, allant des pays baltes à la Pologne, l'Ukraine, la Roumanie, la Moldavie, jusqu'à la Géorgie. Ou, la semaine dernière encore, une nouvelle tentative financée par des services de renseignement étrangers a été menée pour renverser le gouvernement géorgien en place, qui n'est pas pro-russe, il est pro-géorgien. Pro-Russian, it's pro-Georgian. It wants to stay out of the conflict. Elle veut rester en dehors du conflit entre l'Occident et la Russie. Mais le gouvernement géorgien autorise les ONG financées par l'étranger à opérer, et celles-ci versent de l'argent aux partis d'opposition. Ils ont récemment tenté un coup d'État. Cela y ressemblait en tout cas. Il y avait d'immenses foules dans les rues. Elles ont franchi les barrières et pénétré dans l'enceinte de la résidence présidentielle, du palais, peu importe comment on l'appelle. On était à 2 doigts d'un renversement. Eh bien, pourquoi diable l'Occident voudrait-il présenter à la Russie un front allant des pays baltes jusqu'à la Géorgie? C'est un front immense. La Russie ne pourrait pas mener une guerre conventionnelle sur un front d'une telle ampleur. Il lui faudrait toute l'armée chinoise, rien que pour avoir assez de soldats. Just to have manpower, and maybe the North Korean one as well. Et peut-être aussi celle de la Corée du Nord, et peut-être les gardiens de la révolution iranien. Il faudrait une force immense. Donc ce que fait l'Occident, c'est de placer la Russie dans une position qui garantit une guerre nucléaire. La seule réponse que la Russie pourrait apporter à un front de guerre aussi long serait d'utiliser l'arme nucléaire contre les forces adverses. Et on pourrait penser que quelqu'un en Occident s'en rendrait compte et dirait « Hé, ce n'est pas une bonne idée. » Nous créons une situation où la seule option dont dispose la Russie, ce sont les armes nucléaires. C'est de la folie. Et les gens qui ne voient pas cela, ils ne voient rien, Nima. C'est bien là le problème. Le monde occidental est incapable de reconnaître la réalité et de l'affronter. To recognize reality and confront it. So they make up fake narratives. Alors, ils inventent de faux récits. Oh, l'économie russe est sur le point de s'effondrer. Oh, l'armée russe a eu 1 million de pertes, cela ne peut plus fonctionner. Ou comme ce crétin de Kellogg. Je crois que c'était lui. On va leur botter les fesses. Oui, bien sûr. Eh bien, voilà le genre de dirigeants qu'on a. Je veux dire, qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'Estonie, par exemple, pour qu'ils pensent qu'ils vont faire la guerre à la Russie? L'Estonie? Franchement, il n'y a rien là-bas pour faire la guerre à la Russie. C'est du grand n'importe quoi. Et ce ministre britannique de la Défense, je crois qu'il est ancien ministre,
qui a dit l'autre jour, eh bien, il faut rendre la Crimée inhabitable. Ça apprendra à Poutine. Ça n'apprendra rien à Poutine. Ça détruira l'Angleterre. Tu parles de Ben Wallace. Ouais, peu importe comment il s'appelait. Je veux dire, d'où sortent ces gens? Il est difficile d'imaginer comment des gens aussi stupides peuvent accéder à des postes aussi importants. Mais c'est là tout le problème. C'est pour cela que toute la situation est si dangereuse. Si je ris, c'est parce que c'est tellement absurde. Vous savez, ce n'est pas que je trouve ça drôle, c'est affreux. Mais c'est tellement absurde que je ris simplement de cette absurdité. Alors, nous provoquons des conflits avec la Russie, apparemment avec l'Iran, et nous continuons à parler de l'ennemi chinois. Pourquoi sont-ils un ennemi? Nous devrions être reconnaissants que la Chine, grâce au développement économique et au partage des bénéfices du commerce, développe toute l'Asie. Nous n'avons pas besoin de continuer à envoyer de l'argent là-bas pour soutenir des programmes de développement. Nous devrions être heureux. Ils font la même chose en Afrique. Nous, quand nous allons en Afrique, nous voulons des bases militaires. Ils vont en Afrique et veulent y créer des entreprises. Pourquoi les Américains ne peuvent-ils pas dire « Hey, nous ne faisons pas les choses de la bonne manière ». C'est pas, tu vois, si j'étais Trump, j'essaierais d'avoir un gouvernement axé sur la maximisation des opportunités commerciales avec la Chine, l'Iran, la Russie, l'Afrique, l'Amérique du Sud. Au lieu de cela, nous essayons toujours de les piller. Allons les piller. Tu sais, nous avons une sorte de petite armada au large des côtes du Venezuela. Et nous nous en prenons au Venezuela depuis que Chavez a été élu il y a des années et nous a empêchés de piller le pays. Nous voulons le piller et nous sommes furieux. Alors le gouvernement vénézuélien est maléfique parce qu'il ne nous laisse plus le piller. Et maintenant, nous rachetons la dette de l'Argentine, je crois. Cela nous donnera beaucoup de contrôle sur l'Argentine. Pourquoi faisons-nous ces choses? Si vous voulez contrôler les gens, vous allez provoquer beaucoup de problèmes dans le monde. Les Américains semblent enfermés dans cette logique, et je ne comprends vraiment pas les Européens. Pourquoi veulent-ils faire la guerre à la Russie? Ils ne seront pas là s'ils le font. Je veux dire, une vraie guerre. Tôt ou tard, Poutine va devoir cesser d'être aussi patient, aussi calme, et de ne pas se sentir offensé, parce que cela ne fonctionne pas. L'Occident regarde cela et ne voit pas un dirigeant pondéré cherchant à éviter les ennuis et à minimiser les conflits. Il voit quelqu'un d'indécis, quelqu'un qu'ils peuvent écraser. Et donc, il continue d'augmenter la pression. À un moment donné, Poutine va devoir changer. Vous savez, le Dr. Rowe, Gilbert Dr. Rowe, qui suit de près les actualités et les émissions russes, dit qu'il pense que les classes dirigeantes, celles qui comptent, les personnes influentes en Russie, commencent à envisager de remplacer Poutine, car il a été trop tolérant face aux insultes envers la Russie et trop indulgent face aux menaces. Et si c'est le cas, si l'analyse du Dr. Rowe sur les médias politiques russes, sur la manière dont ils abordent les choses actuellement, est correcte, alors Poutine va devoir changer de comportement. Et cela ne sera pas agréable, surtout si l'Occident s'est convaincu qu'il peut l'emporter dans une forme de conflit. C'est donc une situation dangereuse, très dangereuse. Je ne pense pas que les Américains comprennent qu'ils sont en danger, en grave danger d'anéantissement. Et c'est inutile, totalement inutile. Il n'y a aucun lieu de courir un tel risque. Paul, penses-tu que le message que Vladimir Poutine a essayé d'envoyer, ou peut-être qu'il n'a pas cherché à envoyer de message à l'Occident, mais à mon avis, à la fin, avec la conférence de Valdai, et ce qu'il disait,
puisqu'il a abordé de nombreuses questions liées au conflit en Ukraine. L'un des points principaux concernait les missiles Tomahawk. Il a déclaré que ces missiles ne vont pas changer la nature du conflit. Ils ne vont rien faire sur le champ de bataille. Mais c'est important, car sans que les États-Unis ne les fassent fonctionner ou ne gèrent d'une manière ou d'une autre l'ensemble, simplement l'utilisation des missiles Tomahawk, le renseignement, le ciblage, tout devrait être américain. Sans personnel américain, sans force militaire américaine, les Ukrainiens ne seraient pas capables d'utiliser les missiles Tomahawk. C'est un point important dans l'esprit des Russes. Mais est-ce le message qu'ils voulaient envoyer aux États-Unis? Et à quel point ce message était-il important, influent dans l'esprit des gens à Washington, des décideurs? Je pense que cela a simplement convaincu Washington que Poutine n'allait pas se battre. Écoute, Philippe, le Dr. Rowe et John Helmer ont tous deux souligné que ce que Poutine a fait lors de son discours au club de discussion de Valdai, c'est de relever ses propres lignes rouges. Car auparavant, sa position était que tout pays fournissant à l'Ukraine des missiles à longue portée et des informations de ciblage serait considéré par la Russie comme un co-belligérant et donc sujet à une attaque. Eh bien, c'est une dissuasion assez claire. Mais ce qu'il a dit à Valdai, et ce que Lavrov a également dit, c'est « Oh, ces missiles ne changent rien ». Eh bien, c'est un peu comme ce qu'il a fait lorsque nous avons visé sa flotte de bombardiers stratégiques. Oh, ce n'était pas un acte de guerre, c'était du terrorisme. Il élude la question. Ainsi, la Russie est maintenant confrontée à davantage de provocations. Les pays baltes, les Français arrêtant un pétrolier russe, le montant à bord, interrogeant l'équipage. Les États-Unis ont eu une guerre avec l'Angleterre, parce que l'Angleterre a raisonné nos navires. Je pense qu'il s'agissait de la guerre de 1812. C'est un acte de guerre. Nous voyons ce qui ressemble à des tentatives de fermer la mer Baltique à la navigation russe. Nous voyons ce qu'on appelle des accusations de fausses bannières. L'invasion russe de l'espace aérien balte, de l'espace aérien polonais. Tout cela semble être une mise en scène pour ouvrir de nouveaux fronts contre la Russie. Nous voyons ce qui se passe en Roumanie et en Moldavie. La semaine dernière, le Premier ministre géorgien a déclaré qu'il s'agissait d'une attaque organisée contre le gouvernement par les agences de sécurité occidentales. Donc, si l'on regarde tout cela, rien n'indique que l'Occident se retire de la confrontation avec la Russie ou qu'il réduise les provocations, elles augmentent. Et il n'a pas abordé ce point dans son discours. Mais je pense que c'est ce que les gens s'attendaient à ce qu'il fasse, qu'il réponde à ces nouveaux défis. Au contraire, il dit que ce n'est pas vraiment un défi. Les missiles ne changent rien. Eh bien, le Dr. Rowe a fait remarquer, et peut-être Elmore aussi, que les missiles Tomahawk américains, qu'ils soient très utiles ou non, reposent sur une technologie vieille de 40 ans. Et même s'ils sont capables de transporter des ogives nucléaires, les Russes pourraient être en mesure de tous les abattre. Mais cela ouvre la voie aux Allemands pour transférer leurs missiles modernes. Et Dr. Rowe dit que c'est ce que l'Allemagne veut faire, mais qu'elle ne le fera pas à moins que nous ne franchissions la porte les premiers. Donc, lorsque nous leur donnons les Tomahawks, cela dégage la voie pour que les Allemands leur fournissent les versions modernes. Eh bien, cela change certainement la donne. Vous savez, comment ça s'appelle déjà? What is it called? Taurus. Yeah, that's it. Yeah. So, Oui, c'est ça. Donc, ce serait une chose dévastatrice, que ces missiles frappent des centres importants à Moscou et à Saint-Pétersbourg. Et déjà, d'après ce que je comprends, les attaques ukrainiennes à l'intérieur de la Russie causent des dégâts considérables. Elles détruisent des installations pétrolières, des infrastructures électriques, tuent des gens. Donc, mieux armés et mieux ciblés, ils peuvent faire beaucoup de dégâts.
Et pourtant, Poutine a ignoré cela et affirme que cela n'a aucun effet sur le champ de bataille. Eh bien, il veut peut-être parler du champ de bataille dans le Donbass, et ils ne sont probablement pas utiles là-bas. Mais ce qu'il n'a pas compris, c'est que la taille du champ de bataille change. Size of the battlefield changes. It's now 1,000 miles deep all over Russia. C'est désormais un champ de bataille profond de 1000 milles à travers toute la Russie. Dire que rien n'a changé est absurde. Je pense qu'il a nui à la Russie avec ce discours, car à Washington, et probablement dans les capitales européennes, on y voit une preuve supplémentaire que Poutine n'est pas vraiment disposé à résister. Ils iront donc plus loin. Aucune des lignes rouges n'a jamais été appliquée. Et je pense que le Dr. Rowe a probablement raison de dire qu'à Valdai, Poutine a déchiré sa propre ligne rouge. Il n'a même pas attendu qu'elle soit violée, puis ignorée. Il l'a simplement supprimée. Il dit que les missiles n'ont aucun effet. Il me semble donc que Poutine a préparé la Russie à subir davantage de provocations et de pires encore. For more and worse provocations. And the worse they get, the more Et plus la situation empire, plus la réponse doit être puissante pour l'arrêter. Ce qui aurait pu être stoppé il y a un an avec une petite réaction va maintenant en nécessiter une grande. Et plus la réponse est forte, plus le risque est grand qu'elle entraîne d'autres développements indésirables. Donc je ne suis pas du tout optimiste. Le Dr. Rowe dit qu'il a perdu confiance dans la capacité de Poutine à prendre de bonnes décisions et que les Russes commencent à parler d'un changement de direction. Eh bien, on peut parier que s'ils obtiennent un autre dirigeant, il ne sera pas plus modéré, il sera plus fort. Et si l'Occident ne se rend pas compte qu'il provoque sa propre destruction, il continuera à le faire. provoking its own destruction, it'll continue to do so. Paul, the only time I've heard, if I'm not mistaken, I've heard Paul, la seule fois où j'ai entendu, si je ne me trompe pas, Poutine parler d'une ligne rouge, c'était après la discussion sur l'envoi de missiles Taurus à l'Ukraine depuis l'Allemagne. La seule fois où j'en ai entendu parler, c'était à propos des missiles Taurus. Je n'ai jamais entendu parler d'aucune sorte de ligne rouge de la part des Russes. Je ne sais pas de quoi parle le docteur. Peut-être qu'il lit les médias russes, et c'est pour cela qu'il en sait plus que nous sur les lignes rouges de la Russie, car nous n'en avons jamais entendu parler dans les médias occidentaux que nous suivons habituellement. in the Western media that we are usually. Well, no, but Putin did make it quite clear. Eh bien non, mais Poutine l'a dit très clairement. C'est connu. Il a déclaré que la livraison de missiles à longue portée à l'Ukraine par l'OTAN ou les États-Unis, accompagnée des informations de ciblage nécessaires pour les utiliser, signifie que tout pays, ou l'OTAN ou les États-Unis qui les livrent, deviennent co-belligérants avec l'Ukraine dans une guerre contre la Russie, et sont donc susceptibles d'être attaqués par la Russie. Il l'a dit très clairement, très explicitement. Et ce que dit Dr. Rowe, c'est que lorsqu'il a déclaré à Valdai l'autre jour, eh bien, les missiles qui feraient de vous un co-belligérant n'affectent pas le champ de bataille. En d'autres termes, ils ne constituent plus une ligne rouge. Alors allez-y et donnez-leur les missiles. C'est ce qui ressort. That's what comes across. It's like he green-lighted. C'est comme s'il avait donné son feu vert au transfert de missiles à longue portée et d'informations de ciblage que les Américains, les Britanniques ou l'OTAN tireraient depuis l'Ukraine vers la Russie. Eh bien, il a invité à de nouvelles attaques contre la Russie. Je pense que c'est le point que Dr. Rowe veut souligner. Vous savez d'ailleurs, j'ai trouvé agréable que dans ses récentes déclarations, Dr. Rowe ait dit qu'alors qu'il était autrefois très critique à mon égard pour avoir averti que l'absence de réaction de Poutine créait une image d'indécision qui mènerait à des provocations de plus en plus graves jusqu'à ce que la situation devienne incontrôlable, il a reconnu qu'il avait toujours été très critique envers moi pour cela, mais qu'il devait admettre que j'avais toujours eu raison. Il est maintenant d'accord. Eh bien, je trouve que c'est une bonne nouvelle, car Dr. Rowe est toujours très prudent
et mesuré dans la portée de ses propos. Mais après ce discours de Valdai, il s'en empare complètement. Il dit qu'en réalité, Poutine a fait preuve de lâcheté. Je ne sais pas s'il a raison de parler de lâcheté. Je pense que Poutine ressemble à un libéral américain du début du XXe siècle. Il pense que tant qu'il ne se comporte pas de manière provocante, qu'il ne contrarie pas les gens, qu'il fait preuve de bonne volonté, et qu'il essaie de répondre aux insultes par des plaisanteries, le problème finira par disparaître, car il ne présente pas une image publique correspondant à la propagande occidentale à son sujet. Donc il se dit, c'est ainsi que je le vois, d'accord, je vais simplement me comporter à l'opposé de la façon dont ils me décrivent. Et tôt ou tard, il apparaîtra clairement que nous ne sommes pas une menace pour l'Occident. Et je pense que c'est la raison pour laquelle il n'a jamais entrepris les actions militaires qui auraient mis fin rapidement au conflit en Ukraine, ce que j'ai toujours dit qu'il devait faire avant que l'Occident ne s'implique de plus en plus. Et cette situation s'est étendue de plus en plus, comme cela s'est produit. J'ai donc été très satisfait lorsque Dr. Rowe a reconnu que j'avais eu raison depuis le début. Je pense que nous pouvons le constater maintenant. Et, comme je l'ai dit, je ne sais pas si Poutine a fait preuve de lâcheté. C'est ainsi que Dr. Rowe l'a perçu. Peut-être était-il simplement déçu que Poutine n'ait pas saisi l'occasion de rappeler une fois de plus que si l'Occident persiste, nous finirons par nous retrouver dans une grande guerre. Et il n'y a aucune raison à cela. Au lieu de cela, il a simplement supprimé sa propre ligne rouge, celle qu'il avait lui-même déclarée, et a dit que ce n'était plus une ligne rouge. S'ils veulent envoyer des missiles à longue portée et effectuer des ciblages, ce n'est plus une ligne rouge. Eh bien, ce n'est pas très utile quand les gens sont déjà prêts à être aussi provocateurs qu'ils le peuvent. Encore une fois, lorsque les Français ont arraisonné le navire russe Tiger, interrogé le capitaine. Fais tout cela. C'est un acte de guerre, je pense, selon les règles internationales. Et comme je l'ai dit, les Britanniques ont fait cela aux Américains après la Révolution américaine. Et cela a conduit à la guerre de 1812. Nous sommes entrés en guerre parce qu'ils arraisonnaient nos navires. Alors, jusqu'où Poutine est-il prêt à aller? Il semble qu'il n'y ait aucune limite aux provocations qu'il est prêt à accepter. Je pense que cela commence à contrarier les Russes. Je crois que les Russes commencent enfin à être mécontents. Poutine conserve un taux d'approbation élevé, mais en ce qui concerne la conduite de la guerre, il commence à avoir des doutes. Je veux dire, il bénéficie d'un fort soutien pour ses politiques intérieures. Encourager la formation des familles, créer des emplois et renforcer les systèmes de soutien. Je pense qu'il est très solide sur ce plan. Mais les doutes qui apparaissent maintenant portent sur la question de savoir si c'est la bonne manière de mener le conflit. Il me semble que la seule raison pour laquelle nous n'avons pas la Troisième Guerre mondiale ou une guerre nucléaire, c'est à cause de Poutine. Sans lui, nous aurions une grande guerre en Ukraine. Depuis le début du conflit, Paul, quand je l'observe et que j'écoute chacune de ses déclarations pendant la guerre, ainsi que les mouvements du côté russe, il a fait preuve d'une extrême prudence. Dans chaque action, chaque discours, chaque message qu'il souhaite adresser à l'Occident. Car après tout, pour moi, Paul, même avec la stratégie de l'opération militaire spéciale, avancer petit à petit au lieu de frapper fort en Ukraine, la priorité du président russe reste le peuple russe, l'armée russe et les vies de ceux qui ont péri pendant le conflit en Ukraine. Ce sont des éléments essentiels dans son esprit.
On lui a demandé, lors de la conférence de Valdai, pourquoi la Russie avait décidé de ne pas aller à fond en Ukraine. Il a dit que c'était parce qu'il y avait d'autres préoccupations. Nous voulons faire preuve de retenue. Nous voulons envisager d'autres possibilités. Vous savez, si la Russie s'engage totalement en Ukraine et se fait ensuite frapper par l'OTAN ailleurs, ce serait extrêmement lourd de conséquences pour elle. Parce que la Russie, Paul, affronte tout l'Occident. Elle ne combat pas seulement les Ukrainiens en Ukraine. Ils doivent être prudents. Regardez la carte de la Russie. C'est un pays immense. Ils ont donc beaucoup de choses à considérer avant de décider de s'engager pleinement en Ukraine. Ce sont, à mon avis, des facteurs majeurs dans l'esprit des dirigeants russes. Et grâce à lui, nous n'avons pas de guerre nucléaire. Nous n'avons pas de troisième guerre mondiale. Je ne sais pas ce que pensent les élites russes qui envisagent de le remplacer, mais cela n'a aucun sens pour moi. Eh bien, tu sais, Nima, ce que tu dis a été l'explication depuis le tout début. Et en fait, dès le départ, j'ai dit que c'était une erreur. J'ai dit que plus ce conflit durerait, plus l'Occident s'impliquerait. Et plus il s'impliquerait, plus il lui serait difficile de se retirer. Et plus ils peuvent s'impliquer sans en subir les conséquences, plus ils deviendront provocateurs. Mon argument a donc toujours été que l'approche que tu viens de décrire, qui est une description exacte de ce que fait Poutine, montre, comme je l'ai souvent répété, une personne remarquablement humaine. Il ne fait aucun doute qu'il essaye d'éviter un conflit majeur. Mais est-ce que cela fonctionne, ou est-ce que cela encourage précisément le conflit qu'il veut éviter? Ma position a toujours été que cela encourage précisément le conflit qu'il veut éviter. On le voit bien à la façon dont la guerre s'est étendue. Tous les systèmes d'armes qu'on disait ne jamais envoyer ont fini par l'être. Poutine a tracé ligne rouge après ligne rouge, et chacune d'elles a été franchie. Il n'y a eu aucune conséquence. Cela a encouragé des provocations toujours plus nombreuses et plus graves. Maintenant, nous allons avoir des missiles à longue portée, ciblés par les Américains, frappant des sites stratégiques, peut-être même le Kremlin. Et Poutine a déclaré que cela ne changeait rien. Eh bien, cela ne fera que rendre les Américains, l'OTAN et les Européens plus agressifs. À un moment donné, que va-t-il faire? Se rendre? Je ne pense pas que les nationalistes russes le permettront. Je pense donc que les classes intellectuelles russes ont compris que cette guerre s'est considérablement étendue. Que va-t-on faire? Je veux dire, elle s'est déplacée du Donbass aux pays baltes, puis à la Géorgie. En quoi cela dissuade-t-il la guerre? Cela nous prépare à une frontière indéfendablement longue. Oui, je ne pense pas que les classes intellectuelles ou les nationalistes veuillent écarter Poutine. S'ils le veulent, je n'en sais rien. C'était l'impression du Dr. Rowe. Ils ne veulent pas le destituer pour déclencher ou mener une guerre. Je crois qu'ils ont fini par comprendre que lorsqu'on ne réagit jamais fermement, l'autre camp ne perçoit aucun risque dans ce qu'il fait. C'est ce que je dis depuis le début. Il n'y a eu aucun risque. Alors que si les Russes étaient entrés en Ukraine, avaient renversé le gouvernement à Kiev et établi leur contrôle sur tout le pays, s'ils avaient fait cela immédiatement, il n'y aurait pas l'Estonie, la Pologne et les autres, tous inquiets à l'idée d'aller en guerre contre la Russie. Ils diraient, regardez ce qui arrive quand on fait la guerre à la Russie. On est anéanti. Nous ne voulons pas que cela nous arrive. Donc je pense que c'était une erreur stratégique. Cela a été fait avec les meilleures intentions. Je suis d'accord. C'est une personne très humaine. Il ne veut pas d'une grande guerre. Il devait faire quelque chose à propos du Donbass, car ils étaient inquiets des néo-nazis avec cette grande armée que nous avions construite pour eux.
with that big army we built for them, they were about to exterminate the Donbass Russians. Ils étaient sur le point d'exterminer les Russes du Donbass. Il devait intervenir. Mais d'abord, qu'a-t-il fait? Lui et Lavrov ont supplié encore et encore pour obtenir un accord de sécurité mutuelle. Ils ont reçu une fin de non-recevoir de Blinken, de Biden, de l'OTAN, de l'ULOPER. Tout le monde a dit non, vous ne pouvez pas l'avoir. Ainsi, la guerre en Ukraine n'est pas la faute de la Russie. Elle y a été contrainte, délibérément. Et les Russes auraient dû s'en rendre compte et dire « Eh bien, regardez, ils préparent quelque chose. Ils veulent nous atteindre. Ils nous entraînent dans une guerre que nous ne voulons pas. » Souvenez-vous, lorsque les deux républiques indépendantes du Donbass ont demandé en 2014 à être réintégrées à la Russie, comme la Crimée, parce qu'elle faisait autrefois partie de la Russie, Poutine a refusé. Il a dit « Non, tu restes en Ukraine. Voici l'accord de Minsk, il te permettra d'avoir une certaine autonomie. Tu auras ta propre police et tes propres tribunaux afin de ne pas être persécuté comme c'est le cas maintenant. » Et il a maintenu cette position pendant 8 ans. Ensuite, la chancelière d'Allemagne et le président de la France ont déclaré « Nous l'avons utilisé pour tromper Poutine pendant que nous construisions une armée en Ukraine. » Ils l'ont dit. Alors, Poutine a eu cas après cas de « J'ai eu confiance en eux et nous sommes dans une situation pire. J'ai eu confiance en eux et nous sommes dans une situation pire. J'ai eu confiance en eux et nous sommes dans une situation pire. » Et ils ne veulent pas la paix. Ils refusent de me donner un accord de sécurité mutuelle. Ils ont rompu tous les accords conclus au cours du XXe siècle pour limiter les armes nucléaires et instaurer la communication entre les pays. C'est donc presque comme s'ils niaient la réalité. Et je ne prône pas la guerre. Ce que je dis, c'est, vous savez, la même chose qu'on disait dans les années 1930 à propos du Premier ministre britannique, Chamberlain. Chamberlain essayait lui aussi d'éviter la guerre. Et on disait, « Oh, mais voyez-vous, quand on essaye d'éviter la guerre, on encourage Hitler, et il devient plus agressif. » D'abord, il a repris le territoire allemand que la France avait pris après la Première Guerre mondiale, puis il a pris des terres aux Tchécoslovaques. Et ensuite, il s'est unifié avec l'Autriche. Et maintenant, il veut reprendre le territoire à la Pologne. Et vous ne faites que l'apaiser. C'est la même chose. Poutine est le Chamberlain de son époque. C'est une considération à laquelle, je pense, il n'a pas accordé suffisamment de poids ni de réflexion. Je soutiens sincèrement qu'il ne veut pas la guerre et qu'il a tout fait pour ne pas réagir de manière belliqueuse, ce qui est extrêmement rare dans l'histoire du monde, qu'une personne supporte ce genre de provocation sans réagir. Mais il devait faire quelque chose pour que l'Occident comprenne, en particulier l'Europe. Je veux dire, ce sont de petits pays. Ils n'ont absolument aucune chance de survivre à une quelconque attaque nucléaire. Il n'y a tout simplement pas d'espace là-bas. Pour qu'ils se sentent assez confiants pour menacer la Russie, en annonçant, ces gouvernements ont déclaré « Nous nous préparons à la guerre contre la Russie ». Ils l'ont dit. Certains ont parlé de 2026, c'est l'année prochaine. D'autres ont parlé de 2030, c'est dans 4 ans. Et ils disent à la Russie qu'ils se préparent à la guerre. Eh bien, d'où leur vient cette confiance? Du manque de réaction de Poutine. Maintenant, lorsque les premières lignes rouges ont été franchies dans ce conflit en Ukraine, si ceux qui les avaient franchies avaient subi un bon contre-coup, toute cette escalade se serait arrêtée. Les gens diront, eh bien regardez, est-ce que l'Ukraine vaut l'avenir de l'Europe et des États-Unis? Surtout puisque toute cette affaire ukrainienne a été provoquée par les Américains. Ce sont eux qui ont renversé le gouvernement, installé les néo-nazis,
formé et construit l'armée, puis l'ont envoyée dans le Donbass. Que devons-nous attendre des Russes? Ou ont-ils fait quelque chose de mal, sinon qu'ils ont dû protéger le peuple russe? Sinon, l'enfer se serait déchaîné en Russie. Voilà le problème. Je pense que les faits m'ont donné raison. Au moins, le Dr. Rowe me critiquait autrefois pour cette position. Il dit maintenant que j'ai eu raison depuis le début. Je pense que j'ai raison, et je pense que le fait d'avoir raison est la raison pour laquelle nous nous dirigeons vers une guerre nucléaire. Et plus cela dure, plus il est difficile pour la Russie d'y mettre fin. Plus la riposte de la Russie devra être dévastatrice. The more devastating the reply has to be from Russia. Whereas, if they'd done this early, people would have said, Alors que s'ils avaient fait cela plus tôt, les gens auraient dit dès le tout début, « D'accord, regardez, ils ne vont pas nous tolérer. » Et donc, la question est, voulons-nous aller jusqu'à une guerre nucléaire avec la Russie? Cela aurait été le vrai sujet. Alors, tout le monde aurait dit, bien sûr que non, nous ne voulons pas. Et cette affaire aurait été réglée d'une manière ou d'une autre. Nous voyons que ce n'est pas fini. Cela a commencé en février 2022 et nous approchons de février 2026. Nous parlons de 4 ans. 4 ans pour qu'une guerre s'étende, pour que l'Occident élabore davantage de plans, pour qu'il renforce sa confiance dans ses projets de contenir la Russie, de vaincre la Russie. Vous savez si le dollar risque de perdre son rôle de monnaie de réserve mondiale? in danger of losing its role as world reserve currency, and BRICS are rising up, new currency. Les BRICS sont en train de s'affirmer. De nouveaux systèmes de paiement en devises, une nouvelle organisation du monde. Écarter la Russie de tout cela est une manière de stopper ce mouvement. Cela rétablit la domination américaine, cela rétablit l'hégémonie américaine. Cela reste l'objectif principal de la politique étrangère des États-Unis. Encore une fois, je le souligne, Nima, personne aux États-Unis n'a répudié la doctrine Wolfowitz. Elle n'a pas été rejetée. Elle demeure la doctrine directrice de la politique étrangère américaine, de l'hégémonie américaine. Comme nous en avons parlé plus tôt dans cette émission aujourd'hui, avec la Chine, pourquoi cherchons-nous la confrontation avec la Chine? L'hégémonie. Ils ne nous ont rien fait, si ce n'est que leur ascension remet en cause notre hégémonie. C'est là, selon moi, que le Kremlin a manqué de réalisme. Il ne prend pas au sérieux l'objectif d'hégémonie de la politique étrangère américaine. American foreign policy goal of hegemony serious. And I'm not seeing Je n'ai vu aucune preuve que ce n'est pas toi sérieux. not serious. Yeah, exactly. Oui, exactement. Thank you Merci so beaucoup, much, Paul, d'avoir été avec nous aujourd'hui. being with us. Un grand plaisir, comme Great toujours. pleasure, as always. Well, Nima, Eh bien, Nima, je ne sais pas si ces sujets sont vraiment un plaisir ou non. Yeah. Talking about C'est exactement. the but topics are not I pleasure, but- do wish it would become, I'm J'aimerais vraiment que cela devienne... Vous savez, je suis encouragé par le fait que le Dr. Rowe soit passé à une vision totalement réaliste. Et j'aimerais que le débat sur la politique étrangère aux États-Unis et en Occident évolue dans cette direction et affronte la véritable situation. Si personne ne l'affronte et qu'on ne peut pas l'arrêter, cela mènera à une guerre nucléaire. Les Russes ne peuvent pas tolérer indéfiniment des provocations de plus en plus graves et survivre. Donc, une fois qu'on s'engage sur cette voie, et c'est facile, parce que, eh bien, cette provocation n'a rien produit, alors faisons-en une autre. Une fois qu'on est sur ce chemin, il a sa propre dynamique, sa propre logique. It has its own momentum, its own logic. It's like when you start a mobilization. C'est comme lorsque vous commencez une mobilisation. Quand vous commencez une mobilisation, vous finissez par entrer en guerre. So, C'est tout simplement inévitable. C'est ainsi que les choses se passent. and I think I'm advocating J'aimerais donc que les gens regardent cela sans penser que je plaide pour une attaque russe contre l'Occident ou pour une défaite de l'Occident, mais plutôt pour quelque chose qui fasse comprendre à l'Occident que ce n'est pas une voie qu'il peut suivre, I keep repeating myself. car elle conduit à la guerre nucléaire.
Je me répète sans cesse. Je fais cela depuis 2014. Mon histoire a donc maintenant 11 ans. Enfin, le Dr. Rowe le remarque. Très bien, Nima. Merci, Paul. Yeah. All right, Nima. Thank you, Paul. See you. À bientôt. Au revoir. Bye.